Quelle heure tu as? Bac, c'est 8h du matin. Un brandebourgeois à 8h du matin, c'est merveilleux. Ça va, tu trouves ton bonheur? J'ai aucune raison d'être particulièrement gay. Il n'y a qu'à la télévision qu'on voit des gens éclater de rire à longueur de temps, là, comme des crétins. Souhaitez-moi bonne chance. Bonne chance. Comment peut-on calculer la valeur de pi, à votre avis, madame? Je pense que ça ne se calcule pas. De toute façon, je pense qu'il faut calculer le nombre de litres à la journée. C'est-à-dire qu'une vache est capable de donner 40 litres de lait si elle a 4 pies qui fonctionnent bien. Ou est-ce que Sinon, la valeur de pi, ça se calcule pas. Je ne pense pas. Comment serait-il possible d'avoir la plus petite idée de ce qui va se passer? Je vous remercie d'être venu, il y a la lumière, c'est chauffé. Moteur de recherche. Il y a des docteurs dans la salle? L'émission scientifique où tu ne sais jamais ce que tu vas trouver. C'est une expérience à tenter. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Moteur de recherche, l'émission de la science en Auvergne. Moteur de recherche, c'est chaque dernier jeudi du mois, à 8h du matin. On invite un ou une chercheuse locale et on lui pose plein de questions sur ses recherches et son parcours. Je suis Clara. Et je suis Magali. Et aujourd'hui, on est avec Martine Duclos. Bonjour Martine. Bonjour. Vous êtes chef de service de la médecine du sport au CHU de Clermont et directrice du comité scientifique de l'ONAPS, l'Observatoire national de l'activité physique et de la sédentarité. Concrètement, ça veut dire que vous travaillez sur les liens entre notre santé et l'activité physique et ce qu'il se passe dans nos corps quand on ne bouge pas assez. Et vos recherches, elles nous ont beaucoup parlé dans l'équipe parce que comme pas mal de gens en ce moment, on passe la majorité de notre temps assis. Alors ma chaise, elle est noire, elle a 2 accoudoirs, un dossier. Je n'ai qu'une seule chaise chez moi. Une chaise en bois aggloméré, blanche. Elle a 5 roulettes. Une vieille chaise de table à salle à manger, en style rustique, en bois massif, avec l'assise en paille tressée. Moi, la chaise où je m'assois tous les jours, c'est une chaise dans un espèce de cuir un peu marron-orange. Hyper rigide, donc je suis super inconfortable. Je dois d'ailleurs utiliser un petit coussin parce que sinon toute une journée, c'est pas du tout supportable. Avec une structure en tube métallique, donc c'est une chaise un peu ancienne, qui grince. Qui gratte un petit peu d'ailleurs. Donc je suis mal assise tout le temps. Voilà, super. Et si vous êtes en train de développer une relation pas très équilibrée avec votre chaise de bureau aussi, restez à l'écoute. Parce que dans la deuxième partie de l'interview, Martine Duclos, vous allez nous expliquer ce que vos recherches ont montré de l'importance de faire du sport, même quand on est enfermé chez soi. Et dans le reste de l'émission, on vous propose aussi d'écouter une symphonie de chants d'insectes et d'oiseaux pour parler d'éco-acoustique. Et comme dans chaque émission, l'association de vulgarisation scientifique Astucience va nous partager son bon plan du mois. Mais avant ça, on vous propose de plonger dans l'univers des joueurs de jeux vidéo. C'est la chronique Science Insolite et c'est Pierre qui la partage avec nous. Des scientifiques font des expériences sur des mouches drosophiles. Science. Parce que la structure de leur cerveau est extrêmement proche de la nôtre. Insolite. Oh les mains! C'est un hold-up? Non, c'est une expérience scientifique! Il est souvent admis que jeux vidéo et activité physique ne sont pas compatibles. Le jeu vidéo serait synonyme de sédentarité, de passivité et dans certains cas d'isolement social. A l'inverse, le sport serait une activité forte et saine qui entretient le corps et l'esprit et qui renforce la mixité sociale. Mais ces deux pratiques ne sont pas incompatibles, bien au contraire, et elles peuvent même se combiner de plusieurs façons. Tout d'abord, quand on pense jeux vidéo et activité physique, on pense spontanément aux jeux vidéo qui demandent aux joueurs d'effectuer des mouvements pour progresser. Ces jeux vidéo sont dits actifs. On peut citer par exemple Just Dance, jeu musical dans lequel le joueur doit reproduire une chorégraphie le plus fidèlement possible pour remporter un maximum de points. On peut également citer Ring Fit Adventure, qui se joue avec un anneau souple en guise de manette. Dans ce jeu, le joueur doit suivre une série d'exercices pour progresser dans une aventure qui s'apparente à un jeu de rôle. Enfin, on peut mentionner les nombreuses simulations de sport développées pour la console Wii, la plus connue étant Wii Sports. Ainsi, ces dernières années, de plus en plus de concepts de jeux vidéo actifs sont arrivés sur le marché. Et ces jeux impliquent une véritable activité physique pour le joueur. Leur dépense énergétique augmente sensiblement pendant une session. Ces effets ont été mesurés dans plusieurs travaux récents
et notamment dans l'étude réalisée par les chercheurs Cédric Roure, Denis Pascot et Gilles Kermarek de l'Université catholique de Louvain en Belgique et de l'Université européenne de Bretagne. Néanmoins, ces travaux montrent également que l'implication du joueur dans ce type de jeu a tendance à diminuer rapidement au fil du temps. Il est donc difficile d'évaluer les effets des jeux vidéo actifs sur le long terme. Par contre, ces jeux auraient un fort effet motivant sur les joueurs et les encourageraient à pratiquer une activité physique classique. La pratique du jeu vidéo peut donc motiver la pratique sportive. Mais l'inverse est également vrai. Une étude menée par le professeur Mark Roig et ses collègues de l'université McGill de Montréal a montré que la pratique intense d'une activité physique pendant quelques minutes avant de jouer à un jeu vidéo améliorerait sensiblement les performances de jeu. Les mécanismes à l'origine de ces effets n'ont pas été formellement identifiés, mais les principales hypothèses tendent à stipuler que l'activité physique permettrait d'améliorer l'activation du cerveau, la concentration et les capacités motrices, et permettrait donc de prendre des décisions plus rapidement et avec plus de précision. Cette relation vertueuse entre activité physique et performance de jeu a depuis peu été investie par l'e-sport, ou sport électronique. Dorénavant, les équipes professionnelles d'e-sport imposent à leurs joueurs des exercices d'entretien physique en complément d'entraînement de jeu. Certains font même appel à des sportifs professionnels. En 2019, l'équipe française Vitality a par exemple recruté Mathieu Péché, ancien médaillé olympique de canoë-kayak, pour s'occuper de la vie de l'équipe en dehors du jeu. Et ces évolutions semblent avoir été très bien perçues par les joueurs. L'activité physique stimule le cerveau, qualifié souvent de « muscle du gamer », et, comme le résume Pierre Mute-Ratier, ancien joueur e-sport, si tu es bien dans ta tête, tu es mieux dans ton jeu. Nous savons que le sport amateur et le jeu vidéo peuvent se bénéficier mutuellement. Mais est-ce que le jeu vidéo peut également intéresser les sportifs professionnels ? Et la réponse est oui. Et ce, notamment via une technologie particulière, la réalité virtuelle. Et c'est cette technologie qu'étudie Frank Multon, chercheur au sein de l'INRIA à Rennes. Mais alors, à quoi bon exploiter la réalité virtuelle, ou VR, qui par définition sera nécessairement inférieure à la réalité physique à laquelle les sportifs doivent se confronter ? Comme le décrit Frank Multon dans l'une de ses conférences, la réalité virtuelle, dans ce cas, n'a pas vocation à imiter parfaitement la réalité, mais plutôt un aspect de celle-ci. Lors d'un entraînement classique, un sportif renforce simultanément l'ensemble des compétences dont il a besoin. Force physique, coordination de mouvement, stratégie de jeu, etc. A l'inverse, la réalité virtuelle permet de travailler spécifiquement l'une de ces compétences. Si on prend l'exemple du jonglage, la réalité virtuelle peut, par exemple, vous permettre de travailler la coordination de mouvement nécessaire sans se soucier de la réception de l'objet avec lequel vous jonglez. Dans un second temps, vous pourrez travailler spécifiquement la réception de l'objet. Et finalement, vous pourrez passer à une situation d'entraînement réelle combinant les deux compétences. Et vous réduirez sensiblement le temps d'apprentissage global nécessaire. Et si une dimension ludique vient motiver l'utilisation de la réalité virtuelle, on peut donc affirmer qu'un jeu vidéo peut concrètement contribuer à l'entraînement physique d'un sportif professionnel, sans s'y substituer. Jeux vidéo actifs, réalité virtuelle, préparation sportive à une compétition e-sportive, le jeu vidéo et le sport ne sont pas des loisirs nécessairement dissociés, et même mieux, ils s'entretiennent mutuellement. Et ce n'est qu'un début. Avec les nombreuses applications destinées à la pratique du sport et les solutions de coaching virtuel, les outils numériques ont commencé à modifier notre relation au corps. Mais en attendant de pouvoir faire du rollerball en réalité virtuelle, ne négligez pas les bonnes vieilles marches digestives. Dites-moi, je n'ai pas l'honneur de vous connaître. L'interview. Enchanté, mais tout cela ne répond pas à ma deuxième question. Qu'est-ce que ça peut bien vouloir dire ? Martine Duclos, vous êtes donc chef du service de médecine du sport au CHU de Clermont-Ferrand. Vous êtes directrice du comité scientifique de l'ONAPS et vous travaillez notamment sur les relations entre l'activité physique et la santé. Mais on parlera de vos recherches dans un deuxième temps. Et d'abord, j'aimerais qu'on parle de votre parcours. Parce que vous êtes une chercheuse qui s'intéresse au sport. Et je me suis demandé, est-ce que c'est le sport qui vous a amené à la recherche ou l'inverse, la recherche qui vous a fait vous intéresser au sport ? À l'état initial, j'étais quand même déjà sportive. J'ai toujours bougé et c'est vrai que en fait, comme je suis médecin et ma spécialité c'est l'endocrinologie, donc ce sont les hormones et le métabolisme. Dès le début, en fait, j'ai voulu allier la recherche et les hormones.
À ce moment-là, l'activité physique n'intéressait pas les chercheurs, en tout cas la recherche en général, parce qu'on considérait que l'activité physique c'était une science molle entre guillemets, ce que j'avais entendu. Je vous dirai pas qui m'avait dit ça, mais enfin une grande entité de recherche m'avait dit de toute façon vous aurez jamais de fonds là-dessus parce que ça nous intéresse pas. C'est une science qui est vraiment pas intéressante. Enfin comme j'étais têtu, j'ai continué à travailler là-dessus et en montrant qu'effectivement quand on mettait des malades chroniques à l'activité physique, eh bien on améliorait leur profil et en fait ça pouvait être un traitement à part entière des maladies chroniques. Et puis au fil des années, heureusement depuis 10 ans, bien maintenant l'activité physique fait partie de la part entière de la prise en charge des maladies chroniques. Et donc vous aviez voulu faire de la médecine, c'est en travaillant la médecine que vous êtes intéressé au sport et vous saviez dès le début que vous vouliez faire de la recherche ? La recherche, non. Je savais dès le début que depuis que je suis toute petite, je voulais faire médecine. Ça, c'est sûr. C'était vraiment la seule chose qui m'intéressait. Ça me semblait tellement passionnant. Et ça, au contraire, plus j'ai fait de la médecine, plus ça m'a passionné. Et puis, un jour, parce que je voulais toujours faire quand je faisais mes études, je voulais toujours rajouter des diplômes et des diplômes. Et puis, un de mes patrons me dit, au lieu de vouloir faire des DU, des choses qui existent déjà, fais de la recherche, fais un master. Je dis pourquoi pas, je vais faire un master. Donc master, c'est l'entrée dans la recherche. Puis quand j'ai commencé à faire mon protocole de recherche, mon master, là quand j'ai mis le pied à la recherche, c'est-à-dire en fait la recherche, le principe d'un protocole de recherche, c'est que vous posez une question à laquelle vous êtes censé répondre avec votre protocole. Et en fait, avec un peu de chance, vous répondez à votre question, mais surtout vous en soulevez 10. Et puis quand vous partez là-dedans, vous allez créer un autre protocole pour répondre encore à une question, puis vous allez encore en soulever d'autres. Et puis c'est tellement passionnant qu'après le Master 1, vous faites le Master 2, puis le Master 2, vous faites une thèse de science, et puis après la thèse de science, vous faites une habilitation à diriger des recherches, puis après forcément vous rentrez dans une carrière hospitalo-universitaire. Et voilà, et donc vous continuez comme ça. Et puis si vous avez un axe de recherche qui marche bien, vous continuez. Et puis quand vous devenez un peu plus vieux, comme vous êtes habilité à diriger des recherches, vous occupez aussi de diriger des masters et des thèses chez des plus jeunes, ce qui vous permet de vous booster un peu plus parce que vous vieillissez un peu, mais les jeunes vous permettent de rester toujours à la pointe de la recherche et puis d'être avec des jeunes, c'est toujours intéressant de partager ses passions et puis d'être toujours vers des choses nouvelles. Donc c'est quand on a mis le pied dedans, on n'arrête jamais. C'est marrant parce que vous parlez de ce professeur qui vous dit de peut-être arrêter de passer autant de diplômes et pourtant aujourd'hui vous avez une multitude de titres, vous êtes à la fois endocrinologue, vous êtes médecin du sport, vous êtes chef du service de médecine du sport, vous êtes professeur des universités. Est-ce que vous pouvez un peu expliquer à nos auditeurs et auditrices ce que ça signifie ces postes ? Ça veut dire quoi d'avoir toutes ces casquettes ? Est-ce qu'elles sont différentes ? Oui, elles sont différentes, mais elles sont complémentaires. Bon, après, les titres, il y a des gens qui aiment beaucoup les titres. Les titres, on s'en fiche un peu. C'est plus l'évolution des choses qui font qu'il y a des opportunités et que vous vous trouvez à la tête de différentes choses. Et puis que peut-être aussi c'est la curiosité qui fait qu'il y a des gens qui restent toujours au même poste. Moi, j'aime bien faire des choses différentes, ce qui fait que j'ai plusieurs casquettes et que j'ai du mal à rester sur ma chaise et faire toujours la même chose. Voilà. Mais ce qui est important, c'est de faire ce qu'on aime et d'évoluer dans ce qu'on fait, pas rester sclérosé dans sa pratique. Et puis surtout, moi j'ai vu mon questionnement vis-à-vis de la recherche et de mes protocoles de recherche et de mon activité de recherche évoluer. Je suis passé du sportif intensif au sujet qui ne faisait pas d'activité physique. Ensuite, l'objectif a été de démontrer que l'activité physique c'est efficace pour la santé. Ça, on l'a démontré. Et maintenant, la question c'est comment mettre à l'activité physique après des sujets. On a montré que c'était efficace. Après, ça a été la question c'est comment mettre à l'activité physique des gens qui ont des maladies chroniques. Bon, ça, on l'a montré. Je suis pas la seule. On est de plus en plus à travailler là-dessus. Puis une fois qu'on a montré que on pouvait le faire, après maintenant la grande question c'est comment maintenir sur le long terme l'activité physique chez des gens qui ont des maladies chroniques. On sait très bien les mettre à l'activité physique sur 3 mois, mais après l'objectif c'est de les maintenir tout au long de leur vie. Et ça c'est compliqué parce que la maladie évolue, parce que il peut arriver des accidents de la vie qui font qu'on va arrêter parce que on perd son travail, parce que il y a un décès dans la famille, parce que la maladie s'aggrave. Il y a plein de choses qui font que on peut être amené à arrêter. Et là, il faut faire évoluer cette activité physique, garder l'envie. Donc là, on travaille beaucoup avec la e-santé, les outils connectés. Les techniques évoluent tellement on travaille avec des sociologues, on travaille avec des géographes, on travaille avec des urbanistes. Donc c'est très intéressant parce que ça vous permet, en fait, on se rend compte, mais ça on l'apprend très très vite en médecine, c'est que c'est bien, vous pensez au début
savoir 2 ou 3 petites choses. Mais plus vous avancez, en fait, plus vous vous rendez compte que vous ne savez rien. Et donc, vous êtes obligé, et ça, c'est le grand plaisir, c'est justement de travailler avec des gens, chacun dans leur spécialité, avec des ergonomes, avec des sociologues. Donc, je découvre plein de spécialités, et c'est ça qui est extrêmement intéressant, c'est que plus on avance, plus on découvre la connaissance des autres, et puis on se rend compte que la connaissance, elle est multidisciplinaire. On peut aussi bien travailler sur la cellule que sur l'organisme en entier, que sur l'environnement, le micro, le macro-environnement. Voilà, d'où parfois les titres, parce que des fois pour avancer, on est obligé de créer quelque chose comme l'observatoire que j'ai créé, mais voilà, c'est au fil des événements, des évolutions de la vie qu'on peut accumuler 2 ou 3 petites choses. Et pour revenir justement sur donc l'ONAPS, c'est l'Observatoire national de l'activité physique et de la sédentarité. Est-ce que vous pouvez nous parler un peu du type de travail qui est effectué dans cette structure ? Oui, alors cet observatoire, donc je l'ai créé il y a 5 ans, et en fait l'objectif c'est de promouvoir l'activité physique et la lutte contre la sédentarité à tous les âges de la vie, quel que soit le territoire, c'est-à-dire que ce soit en territoire rural, urbain ou semi-urbain, que ce soit en Auvergne ou dans l'est de la France, et quel que soit le niveau socio-économique. Donc pour ça, en fait, à la fois on collecte des données, mais aussi on en crée. Par exemple, toutes les données qu'on a créées au moment du confinement. On va aussi créer des études, on va aussi donc créer de l'information, et on va diffuser cette information à travers des communications scientifiques, des articles, mais aussi des colloques, mais à travers les réseaux sociaux. On va aussi avoir des recommandations, et puis aussi l'objectif c'est d'intervenir auprès des politiques publiques pour faire bouger les politiques publiques quand on met en évidence qu'il existe des manques, que ce soit au niveau de la loi ou au niveau des collectivités territoriales, pour dire voilà, sur ce point il n'y a pas d'action, il n'y a pas de financement, peut-être la loi, il faudrait peut-être faire bouger les lois pour promouvoir par exemple l'activité physique chez les plus jeunes ou au sein de l'école ou dans certains territoires. Et justement, vous avez aussi été conseillère scientifique pour le ministère chargé du sport. Est-ce que c'est à travers ce genre de collaboration, par exemple, que vous avez pu établir des liens entre la recherche et l'action publique ? Ah oui, ça a beaucoup aidé. En plus, j'avais la chance que c'était à ce moment-là, j'ai commencé cette collaboration quand c'était Valérie Fournéron qui était ministre, et c'est elle qui a quand même initié la loi sport sur ordonnance. Donc effectivement, quand vous avez la chance de travailler avec quelqu'un comme Valérie Fournéron, qui en plus était médecin et médecin du sport, c'est sûr que là, ça donne quand même, vous rencontrez, vous êtes carrément au niveau des décideurs, et donc ça permet effectivement déjà de comprendre comment ça se passe, et peut-être pourquoi certaines lois, parfois, c'est difficile de les faire voter. Vous trouvez un niveau de décision qui est un peu plus élevé et peut-être plus complexe que ce que vous ne croyiez au départ. Et puis ensuite, effectivement, ça permet aussi d'agir un peu plus, peut-être un peu plus facilement. Mais vous vous rendez compte aussi que les politiques publiques ne suffisent pas. Il y a aussi un rôle très important des territoires, des collectivités locales et des actions directement, enfin des acteurs, des associations, des professionnels, et qu'en fait on est tous impliqués. C'est-à-dire que bon, c'est sûr qu'on a besoin des politiques publiques, mais ça ne suffit pas pour faire bouger les gens. Merci Martine Duclos pour cette première partie d'interview. Pour la première pause musicale de l'émission, on vous propose d'écouter un de vos choix de chansons pour aujourd'hui. C'est Apocalypse de Cigarette After Sex.
apocalypse. Your lips, my lips, apocalypse. Go and sneak us through the rivers, flood is rising up on your knees. Oh, please, come out and haunt me. I know you want me. Come out and haunt me. Sharing all your secrets with each other since you were kids. Sleeping soundly with the locket that she gave you clutched in your fist. Got the music in you, baby, tell me why. Got the music in you, baby, tell me why. You've been locked in you forever and you just can't say goodbye. You've been locked in you forever and you just can't say goodbye. When you're all alone, I will reach for you. When you're feeling low, I will be there too. Vous êtes toujours à bord de l'émission Moteur de recherche. On est toujours avec Martine Duclos, chercheuse en médecine du sport. On va maintenant passer, si ça vous va, à vos recherches. Et la première question qu'on s'est posée, nous, en lisant votre travail, c'est déjà comment on mène une recherche sur l'activité physique. C'est-à-dire à quoi ressemble une expérience, qui sont les participants, dans quel cadre, qu'est-ce que vous leur faites faire ? Pour commencer, il faut déjà écrire un protocole, il faut chercher des financements. C'est la base quand on travaille sur l'humain. On écrit un protocole, on le soumet au comité d'éthique. Parce que dès qu'on fait une recherche sur l'humain, il faut l'avis d'un comité d'éthique qui est national. Une fois qu'on a l'avis du comité d'éthique et qu'on a le financement, parce que les recherches, c'est pas gratuit. Donc déjà, ça prend beaucoup de temps, tout ça. Et l'avis d'un chercheur, c'est d'abord chercher des financements. Alors, une fois qu'on a tout ça, donc là, vous avez déjà passé un an, généralement. Mais après, par exemple, là, on a un travail sur... on a plusieurs travaux, parce que j'ai 3 étudiants en thèse de sciences. On a un travail, par exemple, où on a des enfants à l'école, en primaire, qui, pendant les cours, au lieu d'être assis, ont des vélos bureaux. Donc, ils vont pédaler pendant les cours. Donc, en fait, il y a des enfants qui pédalent, puis il y a d'autres enfants qui ne pédalent pas. Et on apprécie l'effet de l'utilisation de ces vélos bureaux sur les capacités cognitives, les capacités d'attention des enfants par rapport à ceux qui n'en ont pas. Et l'effet de l'utilisation pendant 3 à 6 mois de ces vélos bureaux sur l'acquisition donc des performances académiques, sur aussi l'augmentation de leur capacité physique, sur leur composition corporelle, c'est-à-dire la masse musculaire, la masse grasse, et sur l'attention en classe et la perception en fait du comportement en classe, à la fois des enfants mais aussi de leurs professeurs. Typiquement, ça c'est une expérience. Donc il y a des mesures qui sont faites avant l'utilisation des vélos bureaux, à 3 mois et à 6 mois. Et puis ensuite, tout ça est analysé. Donc il y a de nombreuses mesures qui sont réalisées. On analyse tout ça à la fin de l'expérimentation. Donc après aussi, on va travailler avec les statisticiens pour voir comment on peut rentrer tous les éléments, c'est-à-dire l'âge, la composition corporelle, le niveau d'activité physique, les capacités physiques. Donc voir comment ça évolue entre M0
le début, 3 mois, 6 mois, on voit que ça s'améliore. Donc les vélos-bureaux ont vraiment un effet significatif. Après, on va voir quels sont les éléments impliqués. Est-ce que c'est l'âge des enfants, la taille, leur poids? Est-ce que c'est le niveau socio-économique? Est-ce que c'est le fait d'avoir eu un vélo-bureau? Est-ce qu'il y a un effet saison? Enfin voilà, il y a beaucoup d'éléments qui rentrent en ligne de compte. Et puis une fois qu'on a tous ces éléments, on écrit un papier en anglais. Donc c'est la phase d'écriture, et après on choisit une revue donc qui est une revue à comité de lecture, et donc on soumet ce papier donc en anglais, et après on a une revue, donc le papier est lu par des pairs qu'on ne connaît pas, c'est totalement anonyme. Il y a 1, 2, 3, enfin généralement il y a 2, 3, voire parfois 5 reviewers. Alors soit il est rejeté, dans ces cas-là on soumet une nouvelle revue, soit effectivement il est accepté du premier coup, ça n'arrive jamais, soit il est accepté nécessitant des révisions, donc en fait, il y a plein de questions, donc on répond aux questions, on essaie de répondre aux questions, et si on répond aux questions, il peut être accepté. Et dans ces cas-là, le papier est publié et accessible à tout le monde. Voilà, en gros, le processus pour une publication. De même, on a la même chose sur des travaux chez l'adulte. Pareil, des pédaliers qui sont utilisés dans des bureaux chez des gens qui ont un travail assis, et voir si le fait d'utiliser de pédaler avec des petits pédaliers, ça fait que les gens ont moins d'effets, effectivement, se concentrent mieux, ont une meilleure santé cardio-métabolique. Et puis après, il y a un autre travail où, par exemple, au lieu de rester assis, ils se lèvent régulièrement, et pareil, est-ce que à long terme, il y a moins d'effets métaboliques, des conséquences du fait de rester assis toute la journée derrière son bureau. Et pourquoi le papier, vous l'écrivez en anglais? Parce que la langue scientifique, c'est l'anglais, pour que ça puisse être lu par tout le monde. Tout le monde tous les scientifiques sont censés lire et comprendre l'anglais. En français, ça me restreindrait juste à la population francophone, donc en fait à très peu de lecteurs. Or en anglais, c'est lu dans le monde entier. Ok, et ça prend combien de temps, une expérience du début à la fin, par exemple dans le cas de ces enfants et de leur bureau vélo? Alors les enfants, ça dure 9 mois. Là, les adultes, ça va durer 9 mois aussi. Mais je vous dis, il faut à peu près 1 an pour écrire le protocole, avoir les financements, avoir le comité d'éthique. Et une recherche entre le moment où on a l'idée et le moment où c'est publié, c'est 3 ans. Ah oui, d'accord. Donc, ça se passe bien. Ok. Et donc là, on voit que vous travaillez avec des enfants. Vous avez également parlé des sportifs, mais également de patients souffrant de pathologies. Et comment est-ce que ces choix se font par rapport aux différents publics? Et quelle est la relation que vous pouvez avoir avec le milieu hospitalier finalement et des gens qui souffrent de pathologies? Pour le milieu hospitalier, c'est simple, c'est dans mon service, dans le service de médecine du sport, on a des patients qui ont des maladies chroniques et qui bénéficient dans le service gratuitement 3 fois par semaine pendant 3 mois d'une activité physique supervisée, c'est-à-dire prise en charge par des professionnels de l'activité physique adaptée. Donc en fait, ils bénéficient de cette activité physique, et donc il y a des évaluations au début à 3 mois et puis ensuite de façon régulière. Donc en fait, on a plein de données sur ces patients. Puis après, on peut modifier les protocoles. Par exemple, on peut étudier un type d'activité physique particulier. Exemple typique, c'est que là, on va tester par exemple donc cette activité en face à face avec un professionnel. Et puis après, on va la comparer avec une activité physique où au lieu d'avoir un professionnel 3 fois par semaine, il y aura un professionnel. Puis les 2 autres fois, ils feront ça à domicile. Donc en télécoaching, si vous voulez, en visioconférence avec un professionnel de l'activité physique. Donc ils n'auront pas à se déplacer à l'hôpital. Et puis en plus, ils auront un outil connecté pour mesurer leur activité physique. Ce sera très interactif. Et on va comparer les 2 modes de prise en charge. Lequel est le plus efficace, donc pendant les 3 mois, et puis à plus long terme, sur les 6 mois qui suivent. Voilà, typiquement. Alors après, on a choisi 2 types de maladies qui sont l'obésité et le diabète de type 2. Et après, on peut étendre sur les patients qui ont un cancer. Et puis après, on peut travailler aussi sur les mécanismes. On fait des mesures métaboliques. On peut faire aussi des mesures de mécanismes inflammatoires pour chercher les mécanismes qui sont impliqués dans l'amélioration de l'équilibre du diabète ou la modification, moins de masse grasse dans le cadre de l'obésité ou une meilleure sensation de bien-être, moins d'anxiété, des tests cognitifs qui s'améliorent. Donc on apprécie l'efficacité, qu'est-ce qui est le plus efficace, puis comment ça marche, et puis aussi on va voir qui va maintenir le plus longtemps cette activité physique qu'on leur a prescrit. Vous travaillez aussi beaucoup sur la sédentarité, on l'a vu un peu dans la première partie de l'interview. Comment vous définissez la sédentarité ?
Alors la sédentarité, c'est le temps qu'on passe assis entre le moment où on se réveille le matin et le moment où on se couche le soir. Donc pour ça, il faut compter tous les temps que vous passez assis dans la journée, c'est-à-dire les temps que vous passez assis au travail, les temps que vous passez assis dans les déplacements passifs, c'est-à-dire en voiture ou dans les transports en commun, et puis les temps que vous passez assis dans les loisirs, c'est-à-dire derrière l'ordinateur, derrière la télé, derrière les jeux vidéo. Donc en fait, on arrive très très vite à une somme importante de temps passé assis. En dehors du confinement, on considère que les adultes passent en moyenne 12 heures assis les jours travaillés et les jours non travaillés 9 heures. Donc c'est énorme puisqu'on sait maintenant qu'à peu près la valeur seuil c'est 7 heures. Au-delà de 7 heures passées assis par jour, on a un effet, on a une augmentation du risque de mortalité précoce et du risque de développer des maladies chroniques. Donc entre 7 heures, moins de 7 heures et plus de 7 heures passées par jour. Et je vous dis, comme on passe en moyenne 12 heures assis par jour, et ça c'est en dehors des données du confinement. Hein. En période confinée, c'est encore pire, puisque là, on réduit en plus le temps qu'on passe à l'extérieur, on n'a plus les déplacements, on n'a plus l'activité pour aller au travail, donc on passe encore plus de temps assis, et en plus on n'en peut plus aller faire du sport à l'extérieur, donc on passe vraiment trop de temps assis dans ces cas-là. Vous avez parlé un peu des risques liés à la sédentarité, mais il me semble que vous expliquez que c'est même un des premiers facteurs des décès évitables dans le monde occidental. Comment vous avez fait pour déterminer ça? Avec quel type de données? Alors là, en fait, la première cause de mortalité évitable, c'est le manque d'activité physique. Hein, c'est l'inactivité physique qui est vraiment. Je fais vraiment la différence entre l'inactivité physique et la sédentarité. L'inactivité physique, c'est un niveau d'activité physique insuffisant, et la sédentarité, c'est un excès de temps passé assis. Et les deux sont vraiment des facteurs de risque de mortalité précoce. Hein. Et même quand vous faites quand vous avez un niveau d'activité physique suffisant, donc quand vous faites au moins 150 minutes d'activité physique par semaine, si vous passez beaucoup de temps assis, votre activité physique, même si elle est dans les recommandations, elle ne vous protège pas de l'excès de temps passé assis. Donc vraiment, c'est pour ça que les recommandations, c'est à la fois bouger, c'est-à-dire au moins 30 minutes d'activité physique par jour, et passer moins de temps assis. Pensez à vous lever régulièrement. Alors comment tout ça a été démontré? Ça, c'est pas moi qui l'ai démontré, hein, c'est d'autres auteurs qui l'ont montré depuis une dizaine d'années. C'est tout simplement en mesurant, en fait, on a des capteurs de mouvement qu'on met sur la hanche et qui permettent de mesurer tous les mouvements liés à l'activité physique. C'est-à-dire on fait de l'activité physique dès qu'on est debout et qu'on bouge. Et ça mesure vraiment tous les mouvements, quelle que soit l'intensité, qu'elle soit légère, modérée, intense, et y compris le temps passé assis. Et en comparant, en fait, en suivant des gens en bonne santé, qui ont été mesurés à un temps zéro, qui ont été suivis sur une dizaine d'années, et qui ont porté ces capteurs de mouvement, on a mesuré la mortalité. Et on a mesuré, en fait, on a apprécié tous les facteurs de risque de mortalité, donc l'indice de masse corporelle, le tabagisme, l'hypertension. On a mis tout ça au même niveau. Et après, donc c'est par des analyses statistiques, hein, c'est ce qu'on appelle des analyses de statistiques où on met tout ça au même niveau et on fait varier juste le rôle de l'activité physique ou de la sédentarité. Et quand on fait juste rentrer dans le modèle comme variable la sédentarité, on voit que la sédentarité est vraiment liée à la mortalité sur les 10 ans. C'est-à-dire, plus on passe de temps assis, quand on a le même niveau d'IMC, la même pression artérielle, le même cholestérol, le même âge, plus on passe de temps assis, plus la mortalité précoce augmente. Donc voilà comment on fait ces études. Hein. C'est vraiment, on met tous les facteurs au même niveau, tous les autres facteurs de risque au même niveau, et on apprécie le nombre de sujets qui décèdent, donc le nombre de décès sur 10 ans, et après on voit les facteurs qui sont corrélés à ces décès, et là, comme ça, on peut mesurer soit l'effet de l'activité physique, soit l'effet de la sédentarité, soit l'association des deux, et c'est comme ça qu'on montre que, l'activité physique est un facteur de prévention, c'est-à-dire que ceux qui en font plus meurent plus tard que ceux qui en font moins, ou que ceux qui en font moins meurent plus tôt que ceux qui en font, et qu'on voit que ceux qui passent beaucoup de temps assis, en fait aussi meurent précocement. Et du coup, comment faire pour passer moins de temps assis, surtout en ce moment du fait des confinements? Alors, pour faire passer moins de temps assis, déjà, il faut essayer de diminuer le temps total, ce qui n'est pas toujours facile, par exemple, quand on a un travail de bureau ou quand on est confiné. Et puis surtout, ce qu'il faut faire, c'est que toutes les heures, il faut penser à se lever 1 minute et bouger. Donc, il faut éviter les temps prolongés assis. C'est-à-dire, toutes les heures ou toutes les 30 minutes, vous vous levez 1 minute et vous bougez.
Alors on n'est pas obligé d'avoir une activité intense, on n'est pas obligé de sauter comme un fou. Il suffit juste de gesticuler. On peut aller pendant 1 minute marcher doucement. Si vous voulez marcher un peu plus vite, il y a pas de problème. Si vous pouvez aller vous amuser à monter un escalier, à monter un étage ou descendre un étage. Vous pouvez, certains peuvent préférer faire du renforcement musculaire, un peu de squat ou renforcer un petit peu les bras. Mais il suffit juste de marcher doucement ou marcher un petit peu plus vite. Voilà. Mais il faut se bouger pendant 1 minute, au moins dans l'idéal toutes les heures, mais quand on est chez soi confiné, qu'on est tout seul, on peut en profiter pour le faire toutes les 30 minutes. Mais au moins toutes les heures, on se bouge toute 1 minute. Et avec ça, si vous voulez, le fait de s'être bougé, d'avoir bougé là pendant 1 minute, ça élimine les effets délétères mauvais pour la santé de l'heure précédente passée assis. Eh ben, merci beaucoup pour ces conseils et merci beaucoup Martine Duclos d'avoir accepté de participer à cette émission. Merci à vous. Vous êtes bien sur Radio Campus Clermont et on vient d'écouter le deuxième choix musical de Martine Duclos. Ça s'appelle Froid de Laura Cahen.
Et maintenant, c'est l'heure de la chronique Retour sur Science. Aujourd'hui, Magali, tu nous parles et surtout tu nous fais écouter des concerts d'animaux. Retour sur Science. Et c'est aujourd'hui retour sur une exposition qui s'appelait Le Grand Orchestre des Animaux et qui s'est tenue de juillet 2016 à janvier 2017 à la Fondation Cartier pour l'art contemporain à Paris. Au rez-de-chaussée, des tableaux, des sculptures et au sous-sol, une salle noire remplie de coussins où des gens assis écoutent ceci. Ce que nous venons d'entendre est un extrait d'une composition sonore intitulée Kilomètre 41 Amazon. Parmi les sons, il y avait ceux d'insectes ainsi que les croassements d'une rainette cunawalu et les feulements et grondements d'un jaguar. Ceux-ci ont été enregistrés par le microphone de Bernie Krause le 7 février 1990 dans la forêt amazonienne brésilienne. Mais qui est Bernie Krause ? Né à Détroit en 1938, cet homme est d'abord un musicien. Il travaille dans les années 60 en Californie, où avec son collègue Paul Beaver, il produit et enregistre des musiques pour le cinéma, la télévision et des artistes de musique pop. En 1970, la Warner Bros. Confie aux deux musiciens l'écriture et la production de l'album Wild Sanctuary, qui inclurait des paysages sonores naturels. Bernie Krause part alors mettre son microphone dans un parc de San Francisco, et c'est la révélation. À partir de ce moment-là, il n'eut de cesse d'enregistrer les paysages sonores des habitats naturels. Et est rapidement devenu une figure incontournable de l'éco-acoustique. L'éco-acoustique, ou écologie acoustique, est le domaine scientifique comprenant l'étude et l'interprétation des sons de la nature. Avec son collègue Stuart Gage, professeur émérite à l'Université du Michigan, Bernie Krause a conceptualisé les 3 sources fondamentales des signaux acoustiques. Premièrement, la géophonie, les sons non biologiques de l'espace naturel, comme la pluie ou le vent. Deuxièmement, la biophonie, qui sont les signatures collectives de tous les organismes générant du son au sein d'un habitat à un moment donné. Et enfin, troisièmement, l'anthropophonie, ce sont les sons produits par l'être humain. Et l'écoacoustique a grandement bénéficié des avancées technologiques d'enregistrement des sons. Par exemple, le développement d'hydrophones toujours plus perfectionnés permet la capture de paysages sonores comme celui-ci. Nous avons ici entendu Oceans, une composition sonore créée à partir d'enregistrements réalisés entre la fin des années 60 et 1995 dans la mer des Caraïbes et surtout dans l'océan Pacifique, à savoir l'île Maui à Hawaï, l'île de Vancouver au Canada, Big Sur en Californie et la Nouvelle-Zélande, et nous avons surtout entendu des baleines à bosse. Et cela peut surprendre, mais en effet, ce que nous vous faisons écouter sont des compositions. Bernie Krause a rassemblé chaque fois en une dizaine de minutes plusieurs heures d'enregistrement. Et les sons de la nature et leurs enregistrements sont en fait à mi-chemin entre la science et l'art. En effet, ils nourrissent la recherche scientifique, avec par exemple les travaux de Ivan Ruggen sur la stridulation des criquets dès les années 20 et ceux de Thierry Aubin à l'Université Paris-Sud d'Orsay sur la signification des chants des oiseaux. Mais avec le travail de composition de Bernie Krause, ils deviennent aussi des œuvres d'art. Et ce balancement entre science et art est visible aussi dans les travaux de certains anthropologues et ethnomusicologues, qui se demandent notamment comment la parole, la chanson et la musique sont apparus dans les groupes humains. Selon Stephen Mitton de l'université de Reading, les sons humains proviennent des environnements sonores des populations. Et d'ailleurs, le professeur et auteur Paul Shepard explique qu'une croyance largement répandue dans l'hémisphère nord voulait que l'ours ait appris aux humains des chants rituels de chasse. Et ces réflexions nourrissent le travail de Bernie Krause, qui cherche à mettre les humains en connexion avec leur environnement sonore. D'une part, pour provoquer une réaction sensorielle ou émotionnelle, et créer ainsi des impressions qui élargissent notre champ de perception. D'autre part, pour sensibiliser à la destruction de la planète par les humains, car celle-ci est visible mais également audible.
Certains de ces enregistrements en Californie, au Wyoming, mais aussi aux Fidji et au Costa Rica, réalisés exactement au même endroit à des moments différents, montrent l'appauvrissement du paysage sonore du fait des actions humaines, changement climatique compris. Parfois, les microphones n'enregistrent plus que du silence. Des endroits restent préservés, comme le delta du Yukon en Alaska, qui survit essentiellement grâce à l'absence de métaux rares à extraire du sol, d'animaux exotiques à fourrure à exploiter ou de forêts à abattre. Et je vous propose de l'écouter. Nous avons ici entendu Yukon Delta, une composition réalisée à partir d'un enregistrement de juin 93. Et les cris d'un loup rouge côtoyaient les chants de plusieurs espèces de bruyants et de parulines. Bernie Krause nous rend donc sensibles à ces paysages sonores, qui sont une porte insoupçonnée sur la diversité du vivant et un appel au respect de la nature. Il s'agit aussi d'une forme d'aboutissement, puisqu'il a eu pour la première fois l'idée de cette exposition dans son enfance, en lisant les sages mots d'un renard, « L'essentiel est invisible pour les yeux ». Merci Magali. Et pour notre dernière chronique du jour, Cassandra et Claire ont décidé de nous parler d'Expo Science 2021. Respect et robustesse, Caius C+. Alors, les nouvelles sont bonnes? Les bons plans de la science. Si, j'ai un plan. Quel plan? T'inquiète, tu seras pas déçu. Expo Science Auvergne revient en 2021 dans l'Allier en s'adaptant à un nouveau format. Pour en parler avec nous aujourd'hui, nous accueillons Floriane de Gérard, chargée de projet à Astucience et coordinatrice des Expo Science Allier. Floriane, bonjour. Bonjour. Les Expo Science reviennent pour une nouvelle édition cette année, mais pour les auditeurs qui ne connaîtraient pas cet événement. Pouvez-vous nous expliquer qu'est-ce qu'une Expo Science ? Oui, bien sûr. Expo Science, c'est un dispositif pédagogique qui est à destination des jeunes de 4 à 25 ans. Ça s'adresse à des jeunes qui peuvent être soit scolarisés, soit en accueil de loisirs ou simplement avec leur famille et qui veulent faire un projet de science. Donc nous, on va les accompagner tout au long de leur projet. Et l'objectif, en temps normal, c'est à la fin de faire un festival au mois de mai où les jeunes peuvent présenter leurs projets à d'autres jeunes, à des familles, au grand public qui vient les voir. Voilà, donc ça c'est Expo Science de manière habituelle. En situation sanitaire un peu plus complexe, on s'est adapté. Donc on va créer un peu les choses différemment. Mais le cœur d'Expo Science, c'est vraiment ces projets de jeunes. D'accord, et donc cette année, que va-t-il se passer dans l'Allier ? Alors cette année, il y a déjà des projets qui ont été mis en place malgré la complexité de la situation. Il y a des jeunes qui ont travaillé sur différents projets, que ça soit l'environnement, que ça soit les mathématiques, ça touche plusieurs disciplines. Et ils ont travaillé donc en milieu scolaire ou en accueil de loisirs. Et ils vont réaliser des articles, ils vont écrire en fait leur production et ça paraîtra de manière numérique. Ils auront également un journal qui retracera leurs idées, leurs expériences. Et où peut-on trouver toutes les informations nécessaires afin de pouvoir s'y inscrire ou d'y participer ? Alors pour retrouver toutes ces productions de jeunes, ça se retrouve sur 2 sites. D'abord le site exposcience-auvergne.fr, mais également Ecoscience, un site que vous devez bien connaître puisqu'il regroupe toute l'actualité de la culture scientifique en Auvergne, et vous trouvez ça sur ecoscience-auvergne.fr. En tout cas, ça donne envie d'y participer. Merci beaucoup Floriane. Pour découvrir l'événement, rendez-vous le 28 mai sur le net et vous pouvez retrouver l'ensemble des informations évoquées sur ecoscience-auvergne.fr. Merci Astucience. Voilà, moteur de recherche, c'est fini pour aujourd'hui. Merci à Martine Duclos d'avoir répondu à toutes nos questions. Merci à Pierre, merci à Claire et à Cassandra. Merci Magali. Merci. Merci Clara. Et merci Léo pour la technique. Et on se quitte sur les séquoias de pommes.
séquoias. J'ai respiré en entier pour une fois et envoyé 2000 prières au vent pour nous sauver de toutes les peines d'avant. Avant, la rivière a séché. Avant que tout soit emporté, je veux retourner dans l'allée, entendre les séquoias chanter. Ah, 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 apprivoiser le silence, les faiblesses de ma voix et habiter mon propre corps pour la première fois. J'ai bien gardé tous les secrets du vent, entremêlés la sève épaisse et mon sang. Avant les arbres assassinés, avant que tout soit emporté, je veux retourner dans l'allée, entendre les séquoias pleurer. Oh, ah, ah, ah. Quand j'ai marché dans l'allée des séquoias, j'ai respiré en entier pour une fois. Écoutez Radio Campus à Clermont-Ferrand 93.3. Y a rien à dire de plus. It's the remix, nigga. Yeah. You ready? All these racks in the ceiling got rappers back in their feelings. Treat the game like Trump voters did the Capitol building. In a 600 Maybach, the only passenger in it. Ain't got no cash for the dealer if don't no stashes come in it. The Zell hit me and I couldn't get back fast enough, nigga. Talent attract talent, I'm just not rapping with niggas. The way I'm crafting this shit, get way too tactical, nigga. All my albums is classical just to challenge you niggas. My shit been in crazy demand, but play again, I be plugging with 80 grand and have it 80 a grand. I feel fast as Tyreek Hill chasing these bands. Who else Glacier they hand to be wearing babe shit from France? I'm in the light-skinned bitches in blue De Niro. Bricks in a blue Camaro, I feel like a superhero. Every year they discuss me, who else they gon' name but me? And Gunweed, the ones who they call when they get rusty. Griselda, money from a show, then deposit it. Yo, shows got no holes, I acknowledge it. So braggadocious, spit sick shit, it's atrocious. Rising like the stock broken. The Shogun came through with no gun. One man, Ichiban, fresh out of Japan. Do as like a man, and what I demand is some fucking peace and quiet. I told him, please go to church and please get on the diet. Shootbox came with the doo-wop. 1 billion and 2 cops can't find Tupac. 2 shots, that's 2 grazed in 2 days. What goes up must come down on Tuesday. And I don't like Pixar, Miss Star. I am the master. I came through like a bastard. Nobody followed my style. People say I would fall off, but I've been here for a while, so nope. Are you ready for the motherfucking giant, the tyrant, the titan, the ogre, the lichen, the vampire, taking over empires? The game was a tooth, I'm a fucking pair of pliers. We gon' do 'em Vinny style. As you can see, this nigga got many styles. No too many niggas that got semi-rounds. And cold like ice, put thorns to your crowns. You go out like Christ, my nigga. Get money from a show, then deposit it. Yo, shows got no holes, I acknowledge it. So braggadocious, spit sick shit, it's atrocious. Rising like the stock broken. The Shogun came through with no gun. One man, Ichiban, fresh out of Japan. Do as like a man, and what I demand is some fucking peace and quiet. I told him, please go to church and please get on the diet.